Oral questions, questions orales, the honorable. La députée d'Oxford. Monsieur le Président, le gouvernement libéral est le plus coûteux de l'histoire du Canada. Plus il dépense, plus les choses coûtent cher. Son soi-disant budget générationnel n'est rien d'autre qu'une dette générationnelle qui hypothèque l'avenir de nos enfants. Les déficits massifs alimentent l'inflation et l'inflation rend les choses inabordables. Nos aînés n'ont pas les moyens de faire leur épicerie, les familles sont à bout, les travailleurs perdent du terrain, mais les libéraux veulent encore qu'ils fassent plus de sacrifices. Le premier ministre peut-il nous dire ce qu'il reste aux Canadiens à sacrifier, le leader en Chambre? Ce matin, on a eu de bonnes nouvelles. Des dizaines de milliers, en fait 69 000 nouveaux emplois ont été créés au Canada. C'est le deuxième mois de suite qu'il y a eu une croissance de l'emploi au pays. Le ministre des Ressources naturelles nous a dit que les investisseurs expriment leur confiance dans notre pays. Les entrepreneurs, le secteur technologique, les jeunes, tout le monde est énergisé par ce momentum économique. Nous allons continuer avec ce budget. J'en aurai plus à dire plus tard. Le député d'Oxford. Ce budget Brookfield présente le plus important déficit budgétaire de l'histoire hors COVID. Les paiements d'intérêts dépasseront 55 milliards de dollars, soit plus que ce que nous dépensons pour les transferts en santé. Ça signifie moins pour les médecins, les infirmières ou les hôpitaux et plus pour les détenteurs d'obligations et les initiés libéraux. La seule chose qui s'améliore pour ce premier ministre, ce sont les profits des banquiers. Ils s'enrichissent tandis que les Canadiens paient la note. Pourquoi le premier ministre tient-il tant à ce que ses amis banquiers soient mieux traités que les Canadiens? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, ça vaut la peine de le répéter. L'économie a ajouté 67 000 nouveaux emplois, Monsieur le Président. 67 000. Même les conservateurs étaient ravis ce matin. Regardez-les, ils sourient parce qu'ils retournent à la maison avec de bonnes nouvelles. Non seulement il y a le budget, mais ce matin, ils peuvent dire que le plan du gouvernement nous permettra d'avoir un Canada plus fort. Pourquoi? Parce que nous croyons dans le Canada. Le député de Dufferin-Caledon. Seuls les libéraux peuvent applaudir un taux de chômage de 7 alors que le taux de chômage aux États-Unis est de 4,2 C'est le gouvernement le plus cher de l'histoire du pays. En 10 ans, ils ont doublé la dette et maintenant, ils vont ajouter 68 milliards de dollars. Pendant ce temps, 2,2 millions de Canadiens font la file aux banques alimentaires. L'industrie du bois d'œuvre est dévastée. L'industrie automobile est dévastée. Y a-t-il un libéral qui puisse nous expliquer comment ils peuvent dépenser autant d'argent et obtenir si peu de résultats? Le député. 67 000, voilà le nombre d'emplois qui ont été créés le mois dernier. Une partie de ces emplois ont été obtenus par de jeunes Canadiens. Il y a des Canadiens qui créent des occasions et de la croissance. Dans le budget, nous avons un plan pour soutenir nos entrepreneurs, nos travailleurs, nos exportateurs, alors que nous aurons l'économie la plus forte du G7. Le député de Dufferin-Caledon. Encore une fois, comment peuvent-ils applaudir un taux de chômage de 7 alors que le taux de chômage aux États-Unis est de 4,2 C'est comme si on vivait dans un univers dystopique. Monsieur le Président, l'industrie du bois d'œuvre est dévastée. 2,2 millions de Canadiens font la file dans les banques alimentaires. L'industrie automobile est dévastée et ils applaudissent un taux de chômage de 7 Ils dépensent plus d'argent que tous les gouvernements combinés de l'histoire du Canada. Comment peuvent-ils applaudir quand ils dépensent autant pour obtenir si peu? L'honorable ministre. Monsieur le Président, nous avons créé 67 000 nouveaux emplois le mois dernier. C'est vrai. Monsieur le Président, on parle de construire un pays abordable pour un pays de bâtisseurs. Ce budget fait cela. Nous allons construire des logements abordables pour les jeunes. Nous créons 100 000 nouveaux emplois d'été. Et, Monsieur le Président, nous investissons dans le secteur technologique. Nous avons le secteur
de croissance de l'emploi le plus important. Beaucoup de gens soutiennent ce budget. Le député de Louis-Saint-Laurent. Les libéraux ont déposé le budget le plus coûteux et le plus déficitaire de l'histoire du Canada, exception faite de la pandémie. Près de 80 milliards de dollars de déficit. 80 milliards de dollars. Monsieur le Président, un déficit, c'est qu'on vit au-dessus de nos moyens. Un déficit, c'est une facture que l'on envoie à nos enfants et à nos petits-enfants. Un déficit, c'est mettre de l'huile sur l'inflation. Pourquoi le premier ministre brise sa promesse de dépenser davantage et sans contrôle plutôt que de mettre de l'huile sur l'inflation? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Et je suis très fier d'informer mon collègue que dans le dernier mois, l'économie canadienne a ajouté 67 000 emplois, Monsieur le Président. Et ce n'est qu'un début, parce qu'avec leur aide, si on appuie le budget 2025, on va libérer le pouvoir de l'économie canadienne en bâtissant des grands projets comme celui de Contrecœur ou comme le projet de container au port de Québec que son propre chef vantait hier à Québec. J'espère qu'ils vont appuyer le budget pour bâtir l'économie la plus forte du G7. Merci, Monsieur le Président. Le député de Louis-Saint-Laurent à Kiawanrak. Monsieur le Président, malheureusement, moi, je ne suis pas fier du tout du chiffre que je vais vous dévoiler. 2 200 000 Canadiens vont manger par mois à la Banque alimentaire. C'est ça, le bilan libéral après 10 ans. Et de ces 2 200 000, 1 sur 3, c'est des enfants. 700 000 enfants au Canada vont à la Banque alimentaire pour manger. Monsieur le Président, je m'excuse, mais j'aime trop le Canada pour voir ça. Pourquoi le gouvernement continue à faire des déficits compulsifs, 80 milliards de dollars, et on le sait, un déficit, c'est une dette que l'on envoie à nos enfants et à nos petits-enfants. Les Canadiens méritent mieux que ça. L'honorable secrétaire d'État à la Nature. Merci, Monsieur le Président. Ce budget-là, c'est un budget qui investit dans nos enfants. Et investir, ça demande de l'argent pour qu'on puisse créer des emplois, pour qu'on puisse redonner du pouvoir d'achat à tous les Canadiens. C'est ça qui est important, c'est ça qu'on fait. Les Canadiens espèrent ça et j'espère que nos collègues vont appuyer ce budget qui va redonner du pouvoir à tous les Canadiens. Merci. Honorable député de Côte-Nord, Kawawachikamach-Nitassinan. Monsieur le Président, il n'y aurait jamais eu de vote de confiance sur le budget aujourd'hui si les libéraux avaient travaillé dans l'intérêt des Québécois. Mais on est là, malheureusement, on est là parce qu'ils ont refusé de négocier de bonne foi, malgré leur statut minoritaire. Ils ont rejeté les demandes du Québec en santé, en infrastructure, tout comme les besoins des aînés face au coût de la vie ou ceux des jeunes qui voudraient avoir accès à la propriété. Pourquoi ont-ils préféré orchestrer ce vote de confiance au lieu de répondre aux besoins des Québécois? Bravo. Le leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, nous avons beaucoup confiance que les Québécois ont vu dans ce budget des investissements en culture. Ils ont confiance en ça. Ils ont confiance dans nos investissements en logement. Ils ont confiance dans nos investissements dans l'espace militaire pour qu'on crée des emplois à Davie puis dans l'aérospatial. Ils font confiance au Parti libéral pour protéger la langue et la culture et Radio-Canada ici au Canada et investir dans notre langue, dans notre culture et dans notre Québec et notre spécificité québécoise. Monsieur le Président, les Québécois ont exprimé leur confiance dans ce budget. La seule question qui reste, c'est est-ce que le Bloc va faire de même? L'honorable député de Côte-Nord, Kawawachikamach-Nitassinan. Monsieur le Président, les Québécois n'ont pas voté conservateur. Et pourtant, c'est un budget conservateur, malgré ses déficits libéraux. Coupe en santé, congédiement massif, capitulation climatique, ce sont des idées conservatrices. Le leader du gouvernement l'a même confirmé en Chambre mercredi, je le cite. C'est un budget que les électeurs conservateurs peuvent aimer. Et ça fonctionne parce que ça brasse dans les rangs conservateurs. Ils se reconnaissent dans ce budget-là. Pourquoi les libéraux ont choisi de courtiser les conservateurs au lieu d'écouter les demandes des Québécois? Honorable ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. De ce côté-ci de la Chambre, nous sommes très fiers d'avoir 44 députés, justement le plus gros contingent de députés québécois à la Chambre des communes. Et vous savez quoi? On est là pour soutenir les Québécois. Les Québécois nous ont demandé de l'argent en santé. On l'a fait avec les hôpitaux, avec les salles d'urgence, avec les cliniques de médecine. Nous avons également eu de l'appui de la part des Québécois pour notre langue française et notre culture. Nous avons investi et finalement, les Québécois, ils veulent quoi? Ils veulent des emplois. Et ceci est un budget qui va créer des emplois. Bravo!
Le député de Berthier-Masquinongé. Monsieur le Président, avant, les libéraux faisaient des budgets pour plaire au NPD. Maintenant, ils font des budgets pour plaire aux conservateurs. Mais jamais des budgets pour répondre aux besoins des Québécois. Les Québécois, ce qu'ils veulent, c'est un système de santé qui fonctionne. C'est pouvoir vieillir sans perdre leur pouvoir d'achat. C'est se loger à bon prix. C'est que les jeunes puissent acheter une maison comme les générations avant eux. C'est ça qu'on vit au Québec, Monsieur le Président. Pourquoi les libéraux font des menaces d'élection au lieu de répondre aux besoins des Québécois? Honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Et j'invite mon collègue pour de vrai à lire le budget. Il parle de logement. C'est un investissement massif pour bâtir du logement au Québec. Il parle de santé, Monsieur le Président. Les Québécois veulent des infrastructures de qualité en santé. Il y a de l'argent pour ça dans le budget. Les Québécois veulent des bons emplois, Monsieur le Président. On a des grands projets d'un bout à l'autre du Québec pour développer nos ressources, pour pouvoir créer des opportunités pour les jeunes. Monsieur le Président, il parle du pouvoir d'achat. C'est une baisse d'impôts pour 22 millions de Canadiens, de 800 $ en moyenne par famille. Qu'est-ce que les Québécois veulent? Ils veulent un budget qui est responsable, qui est ambitieux, et c'est exactement ce qu'on livre. Merci, Monsieur le Président. The honourable member for Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Mr. Speaker, this Prime Minister proposed the worst budget deficit in history outside of the COVID period. Every dollar he spends costs Canadians in their taxes and through inflation. More spending by government means more sacrifices for Canadians, with more than 1 in 4 Canadians now living in financially insecure households. Will this Prime Minister at least consider reducing his deficits to levels that we saw under... Le premier ministre envisagera-t-il au moins de réduire ses déficits au niveau observé sous Justin Trudeau? Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, ce qui est remarquable de ce budget, c'est qu'il construit pour l'avenir, mais il aide les gens aujourd'hui. C'est un budget qui réduit les impôts pour 22 millions de Canadiens. Cela fait épargner aux familles 800 $ par année. Le programme d'alimentation scolaire devient permanent. Cela aide un demi-million d'enfants. Il y a aussi de l'aide pour le logement, pour les infrastructures, et on réduit les obstacles pour rendre le crédit d'impôt aux personnes handicapées plus accessible. Le député de l'autre côté, s'il se souciait du Canada, voterait en faveur de ce budget. Le député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Monsieur le Président, je sais que c'est difficile pour certains députés libéraux à comprendre, mais les parents préféreraient pouvoir acheter l'épicerie eux-mêmes pour leurs enfants. Et c'est ce qu'ils pouvaient faire avant l'arrivée au pouvoir de ces libéraux. Les données démontrent que une personne sur 4 au Canada vit dans un ménage qui souffre d'insécurité financière. C'est l'héritage de ce parti. Ce n'était pas comme ça auparavant. Vont-ils changer de cap? La secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, ces conservateurs croient avoir toutes les réponses, mais ils ne tiennent pas compte des experts. La coalition a dit qu'il s'agissait d'un bon pas pour aider les jeunes au Canada. Ils font fi de l'avis du Breakfast Club du Canada, qui a aussi applaudi notre engagement. Les conservateurs doivent écouter les experts et doivent écouter Children First Canada. Ce programme fait une différence pour 1 demi-million de familles au pays. Le député de Leduc-Wetaskiwin. Monsieur le Président, puisqu'on parle d'experts, selon Fitch, hier, le Canada, dans son budget, met en évidence l'érosion des finances du gouvernement. Il y a une augmentation du déficit qui pourrait créer des pressions. C'est arrivé auparavant et ça a eu des effets dévastateurs pour les Canadiens. Dans les années 90, le gouvernement a dû réduire les transferts en santé de 32 %. Est-ce que quelqu'un comprend la gravité de la situation? L'honorable ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je peux parler aux députés de la cote S&P qui est AAA, la meilleure au monde. La meilleure au monde. Nous avons le plus bas ratio dette PIB, Monsieur le Président. Tout va bien, Monsieur le Président. Le député de Leduc-Wetaskiwin. Monsieur le Président, les cotes, c'est bien jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Voici un examen de ce qui est arrivé dans les années 90. Février 1994, le gouvernement libéral
présente un budget difficile, mais les dépenses augmentent légèrement et les marchés ont mal réagi. En janvier 1995, un éditorial du Wall Street Journal disait que le Canada est un membre honorifique du tiers-monde. Le mois suivant, le gouvernement a dû réduire les transferts sociaux et en santé. Qui est prêt à prendre des mesures pour éviter que la situation se reproduise? L'honorable ministre. Le budget de 2025 comprend des investissements générationnels pour réinvestir dans les forces armées canadiennes et ça commence chez nous. Ce budget comprend des avantages sociaux pour des membres et leurs familles. Les militaires reçoivent une augmentation, c'est ce qui figure dans le budget. Tous les députés devraient soutenir nos forces alors qu'elles contribuent à garder le Canada fort. Le député de Kitchener Centre. Monsieur le Président, alors que les Canadiens sont contraints de choisir entre se chauffer et manger, ce gouvernement choisit d'ajouter 80 milliards de dollars à la dette nationale. Le premier ministre peut-il expliquer en quoi creuser davantage le déficit aide la mère célibataire qui saute des repas, l'aîné qui a peur d'ouvrir sa facture d'électricité ou la jeune famille qui n'a pas les moyens d'acheter une première maison? Ou s'agit-il simplement d'une nouvelle mise en scène économique d'un gouvernement qui a complètement perdu le contact avec la réalité? La secrétaire d'État. Monsieur le Président, nous nous battons pour les jeunes. Nous avons le programme d'alimentation scolaire. Ils votent contre les réductions d'impôts des familles. Ils ont l'intention de voter contre le programme d'apprentis. Ils disent qu'ils se battent pour les frontières, mais ils ont l'intention de voter contre une augmentation pour nos agents de première ligne. Les Canadiens veulent savoir pour qui ces conservateurs se battent parce que ce n'est certainement pas pour les Canadiens. Le député de Regina-Capelle. Monsieur le Président, après 10 ans de déficit libéraux, les travailleurs n'ont jamais eu autant de difficultés. Les gens font la file aux banques alimentaires. Les familles veulent que les prix baissent. Ont-ils mis fin aux taxes à l'épicerie, à la réglementation sur le carburant? Non. On a entendu les doléances des Canadiens, mais qu'ont-ils fait? Ils se sont débarrassés de la taxe de luxe sur les bateaux de luxe. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ça ne s'applique qu'aux bateaux et aux aéronefs. Combien de Canadiens qui font la file aux banques alimentaires profiteront de leur réduction d'impôts sur les bateaux de luxe? L'honorable ministre, ce que les Canadiens veulent, c'est un gouvernement qui investit dans leur avenir et qui investit dans les possibilités. Et c'est exactement ce que nous faisons, Monsieur le Président. 67 000 nouveaux emplois ont été ajoutés ce mois-ci. Ça fait 2 mois de suite qu'on voit une baisse du chômage. Ce qui est bien, c'est que le chômage chez les jeunes baisse. Alors, les investissements que nous faisons fonctionnent. C'est un budget pour les jeunes, pour les aînés, pour les familles. Eux vont voter contre les soins dentaires, vont voter contre les garderies. C'est ce dont les Canadiens ont besoin et c'est ce qu'offre ce budget. Le député de Regina-Capelle. S'il voulait aider les travailleurs, il se débarrasserait de la taxe carbone industrielle que les compétiteurs américains n'ont pas payée. Maintenant, nous savons à qui s'adressait ce budget. C'était un budget Brookfield. Après tout, la dette signifie que les détenteurs d'obligations, les initiés, obtiendront de gros paiements. Et maintenant, ils peuvent s'acheter un bateau de luxe sans payer de taxes de luxe. Le premier ministre peut-il nous dire combien les directeurs de Brookfield épargneront grâce à la réduction de la taxe sur les bateaux de luxe? L'honorable secrétaire parlementaire pour le logement et l'infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Contrairement aux conservateurs, les Canadiens ne vivent pas dans un monde imaginaire. Ils savent qu'il n'y a pas de taxe sur les aliments. Leur parti vote toujours contre l'abordabilité, les soins dentaires, l'assurance médicaments, les garderies. Mais les Canadiens savent que notre gouvernement travaille pour eux avec un budget qui protégera les emplois dans le secteur du bois d'œuvre, de l'acier et de l'aluminium.
Nous allons catalyser notre économie. Alors, si vous êtes vraiment là pour les Canadiens, vous allez voter pour le budget. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je rappelle à la députée qu'il faut s'adresser à la présidence. L'honorable député de Gaspésie, les îles de la Madeleine, l'Est-Gauche. Monsieur le Président, hier, un reportage choc du magazine Enquête de Radio-Canada révélait de la contrebande de homards au Nouveau-Brunswick. C'est troublant pour les Gaspésiens, c'est troublant pour toutes les maritimes, mais le problème est d'autant plus grave que depuis quelques semaines, des révélations troublantes au Comité des pêches font état d'interventions politiques pour limiter les agents des pêches dans leur travail de lutter contre la pêche illégale. Des agents d'expérience, Monsieur le Président, seraient menottés par les autorités du ministère des Pêches. Pourquoi des hauts placés du ministère interviennent-ils pour empêcher l'application de la loi? Monsieur le Président, la pêche non autorisée est inacceptable, point à la ligne. Les agents des pêches ont beaucoup d'outils à leur disposition, qu'il s'agisse de l'éducation ou les accusations. Souvent, le travail se fait dans des régions isolées à des moments où les gens ne sont pas au courant du travail qu'ils font. Je tiens à remercier les agents des pêches de leur travail extraordinaire. Ils gardent les pêches sécuritaires et paisibles. Merci, Monsieur le Président. Député de Gaspésie, les îles de la Madeleine, l'Est-Gauche. Monsieur le Président, la pêche illégale de homards met en péril l'espèce et c'est ça qui inquiète le plus les pêcheurs. Ils veulent protéger la ressource pour que leurs enfants et leurs petits-enfants puissent pêcher eux aussi. Et on peut agir contre la pêche illégale. Il suffit simplement d'appliquer la loi. C'est tout ce que demandent les intervenants du milieu des pêches qui viennent au comité, qu'on laisse les agents faire leur travail sans entrave politique et sans représailles. Ma question est simple, alors la réponse doit être claire. Est-ce que le gouvernement va faire en sorte que ces agents des pêches puissent appliquer la loi? Oui! L'honorable ministre des Pêches et des Océans. Monsieur le Président, je tiens à rassurer mon collègue. Le travail se fait. Il n'a qu'à regarder ce qui se passe en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick et ailleurs au pays. Les agents des pêches sont sur le terrain. Nous soutenons leur travail. Ils font une différence. Et nous n'acceptons aucune pêche illégale. Et de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, Témiscouata. Monsieur le Président, ce gouvernement est le plus cher de l'histoire du Canada. Chaque dollar dépensé par le premier ministre sort directement des poches des Canadiens. Plus il dépense, plus ça coûte cher. Dans les régions agricoles de mon comté, les producteurs voient leurs coûts exploser à cause de la taxe carbone industrielle, engrais, machinerie, transport, tout augmente. Et quand on produit, ça coûte plus cher, évidemment, et c'est le prix des aliments qui monte à l'épicerie. Pendant que ce premier ministre dépense sans compter, les familles peinent à se nourrir. Pourquoi ce gouvernement refuse-t-il d'admettre que sa taxe carbone industrielle est une taxe sur la nourriture que nous payons, tout le monde? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Monsieur le Président, c'est clair que la taxe de carbone au niveau de l'industrie est importante de garder pour effectivement protéger notre climat et tout. Ceci étant, le coût de la vie, c'est la priorité de nos citoyens et le coût de la vie, on va travailler et on travaille là-dessus et c'est un budget responsable pour le faire. Quand est-ce que l'opposition va comprendre de regarder les bons facteurs de succès pour nos Canadiens et on compte sur eux pour appuyer le budget. L'honorable député de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, Témiscouata. Monsieur le Président, c'est clair que cette ministre ne comprend pas la réalité sur le terrain, particulièrement dans les régions. Selon un sondage Nanos, un Canadien sur 5 a carrément sauté le paiement d'une facture juste pour pouvoir mettre de la bouffe sur la table. Franchement, c'est inacceptable. Monsieur le Président, est-ce que ce premier ministre peut expliquer à mes électeurs et à leurs électeurs pourquoi ils s'entêtent à garder une taxe sur le carbone industriel pendant que ces familles doivent choisir entre chauffer leur maison et remplir le frigo? Honorable ministre de l'Industrie. Non seulement, Monsieur le Président, nous savons que les Québécois sont en appui du budget. Nous savons pourquoi? Parce que nous avons livré pour eux des bonnes jobs dans le comté de mon collègue, notamment à la Pocatière. Ça va faire en sorte que les gens qui travaillent chez Alstom vont pouvoir avoir des bons emplois, vont pouvoir acheter l'épicerie et vont être capables de bien subvenir à leur famille. Les Québécois aussi veulent un bon système de santé. Le fédéral, nous, on s'est assuré de continuer à augmenter nos transferts dans les derniers budgets. On les a sécurisés dans celui-ci. Mais ce qu'on a fait aussi, c'est vraiment de pouvoir soutenir la construction d'hôpitaux. Le gouvernement du Québec nous l'a demandé, on a livré. On est là pour le Québec.
The honourable member for Similkameen, South Okanagan. Le député de Similkameen, Kootenay-West. Monsieur le Président, les libéraux ont promis de dépenser moins, mais ils ont présenté le plus important déficit budgétaire de l'histoire hors COVID. Un Canadien sur 5 dit ne pas payer certaines factures pour payer l'épicerie. Les libéraux avaient la possibilité de réduire les prix. Au lieu, ils ont augmenté la taxe carbone industrielle sur nos fermes, ce qui fait augmenter le coût des engrais et du matériel agricole. Pourquoi le premier ministre augmente-t-il la taxe carbone industrielle et rend-il l'épicerie plus chère? Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, la semaine prochaine, la députée devrait aller rencontrer les syndicats des métiers. J'invite tous les députés à rencontrer les sections locales pour comprendre pourquoi elles soutiennent ce budget. D'un océan à l'autre, les travailleurs soutiennent notre plan. Toutes sortes de syndicats soutiennent le budget. Ils sont ravis des budgets, ou plutôt des investissements qui figurent dans ce budget. Monsieur le Président, ils soutiennent ces investissements parce que nous créons de bons emplois. The honourable member for North Island Powell. Le député de North Island Powell River. Après 10 ans de gouvernement libéral, les jeunes Canadiens souffrent. Ils ne peuvent se permettre une maison et nous avons l'un des marchés de l'immobilier les moins accessibles au monde. Ils ont de la difficulté à se trouver un emploi dans une économie qui ralentit de plus en plus. Ils ont de la difficulté à payer l'épicerie en raison de l'inflation, qui est la pire en 30 ans. Ce budget, c'était l'occasion de bien faire les choses pour la prochaine génération. Mais au lieu de cela, il y a 300 milliards de dollars de nouvelles dettes, des dettes qui devront être payées par les jeunes Canadiens. Comment est-ce que ça peut être considéré comme étant juste et financièrement responsable? La secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, je n'ai qu'un chiffre à vous donner. 67 000 nouveaux emplois ont été créés. Comment est-ce que nous les aidons? Nous investissons dans leur santé. Dans le budget de 2025, nous investissons 5 milliards de dollars pour renouveler les hôpitaux et les centres de santé. Et aussi, nous investissons pour reconnaître plus rapidement les titres de compétences et aussi pour les préposés aux bénéficiaires. Il y a aussi la CMA qui a dit que c'est un bon pas dans la bonne direction. Le député de North Island Powell River. Moi, j'ai une question très simple pour le gouvernement libéral. Au cours des 10 dernières années, ils ont doublé la dette nationale du Canada et, parallèlement, pendant ce temps, et ce n'est pas surprenant, ils ont doublé l'intérêt sur la dette qui vient de la poche des contribuables. Et puis maintenant, il y a 5 milliards de dollars par année, rien qu'en intérêt sur la dette. C'est beaucoup plus que ce qu'on recueille en TPS ou qu'on dépense en santé. Et puis maintenant, il y a plus de 200 milliards de dollars qui se rajoutent à cela. Alors, on dépense autant d'argent, non pas sur les routes, ni sur la santé, mais en intérêt. Est-ce là une bonne façon de dépenser l'argent, oui ou non? Merci, Monsieur le Président. Nous rendons le Canada fort et cela comprend d'investir dans les endroits où les Canadiens vont s'exercer et faire du sport. Et un mode de vie actif, c'est une bonne façon de faire de la prévention en santé. Nous investissons pour qu'il y ait de nouveaux centres sportifs et de nouvelles piscines. Et ainsi, les Canadiens vont pouvoir socialiser et miser sur leur santé. Pourquoi ne pas nous appuyer pour rendre le Canada plus fort et faire en sorte que les Canadiens puissent avoir accès à ces installations qui nous gardent en santé et gardent les communautés unies? Le député de Bay of Quinte. Monsieur le Président, dans ma circonscription, il y a beaucoup de mes voisins et amis qui sont des anciens combattants ou proches d'anciens combattants. Je suis heureux d'être ici et de les représenter. Le budget générationnel historique présenté par le Premier ministre et le ministre des Finances plus tôt cette semaine aura des répercussions profondes sur les localités de partout au Canada et sur les Canadiens. Et moi, je pense, par exemple, aux anciens combattants qui se trouvent dans ma circonscription. Est-ce que le secrétaire parlementaire du ministre des Anciens combattants peut nous faire part de ce qu'il a à dire sur le budget 2025? Le secrétaire parlementaire. Merci à Monsieur le Président. Je remercie le député de Bay of Quinte. Et aussi, je tiens à
rendre hommage au lieutenant à la retraite Skip Simpson, qui a bien servi dans l'armée, mais qui a aussi bien servi son milieu à Bay of Plenty. Dans le budget de 2025, effectivement, nous allons investir de façon historique à l'échelle du Canada. Il y aura 185 millions de dollars pour épurer les services offerts aux anciens combattants et leurs familles. Et j'invite donc tous les députés en Chambre de se joindre à moi pour reconnaître... À l'ordre? À l'ordre? Le député de Saint-Albert, Sturgeon River. Monsieur le Président, l'entreprise du Premier ministre, Brookfield, refuse une ordonnance de la Chambre de venir témoigner en comité et cela correspond à un outrage au Parlement. Alors, est-ce que le Premier ministre peut prendre le téléphone, appeler ses petits copains de Brookfield et leur dire de se conformer à l'ordonnance ou bien est-ce qu'il va continuer de les encourager à faire du camouflage? Le secrétaire parlementaire du Premier ministre. Monsieur le Président, aujourd'hui, nous avons créé 67 000 emplois sur le marché canadien. 67 000! C'est d'excellentes nouvelles. Nous faisons croître l'économie et le budget de 2025 prévoit des investissements historiques qui va propulser l'économie pour des générations à venir. Pourquoi est-ce que les conservateurs n'appuient pas ce budget axé sur l'investissement? Le député de Saint-Albert, Sturgeon River. Monsieur le Président, le Premier ministre est complice probablement parce que voici les faits. Il est un propriétaire, il fait partie des propriétaires d'une entreprise qui est la numéro 1 en termes d'évitement fiscal et le gouvernement doit admettre la vérité aujourd'hui. Combien d'argent a-t-il placé dans des paradis fiscaux à l'étranger? Le secrétaire parlementaire, le premier ministre a la responsabilité de faire croître l'économie et de faire croître le marché de l'emploi. Nous avons créé 67 000 emplois durant le dernier mois et nous investisserons dans de grands projets, y compris dans la circonscription et la province de ce député. Nous avons des investissements pour aider les jeunes au pays, pour qu'il y ait des programmes d'apprentissage. Et c'est ce sur quoi nous nous concentrons de ce côté-ci de la Chambre. Nous aidons les Canadiens, nous créons de bons emplois et nous essayons de faire avancer le pays. Merci. Le député de Hamilton East, Stony Creek. Ce gouvernement est celui qui est le plus coûteux de l'histoire du pays. Chaque dollar dépensé par le premier ministre vient des poches des Canadiens. Plus il dépense et plus ça coûte cher. Prenons le logement. D'après une association de l'Ontario, on se dit très déçu du budget libéral parce qu'on ne va pas restaurer l'abordabilité. Et il y a 4 000 emplois à risque en Ontario dans le secteur du bois et cela pourrait représenter 5,3 milliards de dollars. Comment se fait-il que le budget coûte si cher mais donne si peu de résultats pour les Canadiens? Le ministre de la Justice. Vous savez, c'est quoi? Une personne cynique? C'est une personne qui connaît le coût de tout, mais qui n'accorde aucune valeur à quoi que ce soit. Mais nous accordons de la valeur aux investissements dans l'emploi, aux investissements dans les Forces armées canadiennes et les investissements en logement. Voilà l'ironie et l'hypocrisie des députés d'en face. Ils veulent davantage d'argent pour le logement et ensuite ils votent contre le budget qui comprend un investissement record en matière de logement. Nous investissons dans les Canadiens, nous investissons pour améliorer leur qualité de vie et j'aurais osé espérer que pour une fois, les conservateurs nous appuient. Le député de Skinner-Bulkley Valley. Le premier ministre a dit qu'il n'allait pas se mêler des avis d'éviction qui sont donnés aux propriétaires. Et il y a pourtant des avis qui ont été donnés il y a plusieurs années et cela nous vient du procureur général du Canada. Le gouvernement fédéral n'intervient pas. Comment se fait-il que le premier ministre se montre si silencieux alors que les gens se montrent anxieux par rapport à leur propriété et attendent des réponses? La ministre des Relations
Canada autochtone. Nous ne sommes pas d'accord avec la décision rendue par la Cour de la Colombie-Britannique et nous allons interjeter appel. Il manque des détails pour intervenir, surtout relativement aux droits de propriété. Et il y a aussi la Première Nation de Tsawwassen et la province de la Colombie-Britannique qui interjettent appel. Et nous allons continuer de travailler au principe de réconciliation et nous allons collaborer avec toutes les parties prenantes et nous sommes ouverts à un dialogue dans le cadre du processus judiciaire. Le député de Skinner-Bulkley Valley. Oui, mais entre-temps, il y a de la panique en Colombie-Britannique. Tout le monde se plaint. Et tout le monde se pointe du doigt. Il y a le premier ministre qui blâme les tribunaux, il y a les conseillers municipaux aussi qui se pointent du doigt, mais le gouvernement fédéral ne disait rien. Silence radio. Et c'est la première fois qu'il n'y a eu que 2 déclarations qui ont été faites. Ça, c'est la deuxième fois. La première fois, c'était un employé. N'oublions pas l'affaire des Haïda aussi. Est-ce que l'on a des déclarations à faire relativement à la décision Cowichan? Merci, Monsieur le Président. Nous avons fait une annonce en septembre par rapport à cette cause et nous sommes prêts à collaborer avec toutes les parties pour travailler sur le dossier. Merci. Le député de Richmond Centre Marple. Monsieur le Président, les propriétaires de Richmond tirent la sonnette d'alarme. La décision Cowichan reconnaît les droits de propriété et il y en a beaucoup qui craignent que leur entreprise et leur propriété seront mises à risque. Le gouvernement a vu venir cette décision et n'a rien fait. Il n'y a pas de déclaration pour nous rassurer ou du leadership. Silence radio. Les familles sont anxieuses. Les investisseurs se retirent. Et la confiance dans nos collectivités est en train de s'effondrer. Alors, pourquoi ne pas défendre les droits des propriétaires à Richmond et, en fait, à l'échelle du pays? La ministre. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit à l'autre député, le Canada n'est pas d'accord avec la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique et a interjeté appel le 8 septembre. Nous sommes ouverts à un dialogue avec les autres parties prenantes et autres justiciables dans le cadre du processus. Le député de Bowmanville, Oshawa North. Monsieur le Président, les libéraux ont interdit la vaste majorité de produits de nicotine à l'échelle du Canada, malgré le fait qu'il y a beaucoup de Canadiens qui ont besoin de ces produits pour arrêter le tabagisme. Ils doivent pouvoir se rendre à n'importe quel point de vente pour acheter ces produits. Et même l'Association des pharmaciens est d'accord. Pourquoi ne pas faire ce qu'ils imposent? Quand est-ce que les libéraux vont remettre en vente le produit ZYN? La secrétaire parlementaire. Notre gouvernement est fermement résolu à réduire la consommation de tabagisme, surtout chez les jeunes. Il y a aussi des adultes qui essaient d'arrêter de fumer, mais ces produits présentent des risques. Ils comprennent de la nicotine qui est addictive et qui peut nuire au développement du cerveau. Voilà pourquoi nous voulons que ces produits puissent être consommés de façon assurée et sans risque et non pas qu'ils soient présentés pour attirer les jeunes. Le député de Bowmanville, Oshawa North. Oui, mais le même gouvernement qui veut mettre en circulation dans nos localités des drogues pour la consommation sûre, et là, je parle de drogue dure, mais ils veulent interdire les produits anti-tabagisme et on voulait réduire la consommation de tabac de 5 % d'après Santé Canada. Il n'y a aucune excuse de ne pas vendre ces produits anti-tabac là où l'on vend des cigarettes, qu'il s'agisse des dépanneurs ou des stations d'essence. Alors, quand est-ce que les libéraux vont faire ce qu'il faut et permettre à nouveau la vente du produit ZYN? Le ministre du Commerce international, parlant des jeunes, dans le Grand Toronto, il y a un investissement de 25 millions de dollars pour aider inaudible pour l'interprète, il y a trop d'applaudissements. Cela aide les jeunes Canadiens de partout au pays et cela sera bon pour Brampton et le Canada et cela les rendra plus forts. Le député de Red Deer. Monsieur le Président, sous ce gouvernement libéral, c'est plus facile pour les Canadiens de continuer de fumer que d'arrêter. L'ancien ministre libéral de la Santé avait lancé une
croisade personnelle contre toutes les alternatives à la cigarette, eh bien, tout ce qu'on a pu voir depuis, ce sont des écrans de fumée. Maintenant, on voit que des cigarettes peuvent être achetées partout, mais les produits anti-tabac ne peuvent pas être achetés partout. Alors, est-ce que le ministre va enfin donner aux Canadiens une véritable chance d'arrêter de consommer des cigarettes et de remettre en vente le produit ZYN? Monsieur le Président, c'est une question de santé et les conservateurs font de la question une question politique. Les produits de nicotine entraînent une dépendance et les conservateurs devraient avoir honte. Nous avons produit des données très claires sur la réduction du tabagisme et sur la nicotine. Nous sommes là pour assurer la santé des Canadiens. Nous voulons que ces produits puissent être accessibles en temps voulu, mais pas accessibles aux enfants. Jamais pour les enfants. L'honorable député de Madawaska-Restigouche. Pierre Acadien qui représente le Madawaska-Restigouche. Fridays are usually quiet. Les vendredis sont ordinairement assez tranquilles. C'est spécial aujourd'hui. De Madawaska-Restigouche. Merci, Monsieur le Président. En tant que fier Acadien qui représente le Madawaska-Restigouche en cette Chambre, l'épanouissement de nos communautés francophones me tient à cœur. Depuis 2022, on constate une hausse importante de l'immigration francophone à l'extérieur du Québec. Pour appuyer la vitalité de nos communautés, il est essentiel que cette tendance se maintienne. Alors que nous célébrons la Semaine nationale de l'immigration francophone, j'aimerais demander à la ministre qu'elle nous explique comment notre nouveau plan des niveaux en immigration va contribuer à assurer la croissance démographique des communautés francophones à travers le Canada. Merci, Monsieur le Président. Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. J'aimerais remercier mon collègue pour son dévouement. En 2023 et en 2024, on a dépassé notre cible de résidents permanents d'expression française hors Québec. Aujourd'hui, en même temps qu'on stabilise globalement l'admission de résidents permanents, on prévoit quand même d'accueillir plus de 30 000 francophones chaque année au cours des 3 prochaines années en augmentant la cible d'immigration francophone. C'est comme ça que nous allons atteindre notre objectif de 12 % et que nous renforcerons les communautés partout. Merci beaucoup. Bravo. The honourable member for Calgary-Nose Hill. La députée de Calgary-Nose Hill. Monsieur le Président, Abraham Daniel Abraham, un non-citoyen coupable de maltraitance animale, a été emprisonné pour avoir maltraité son chien Simba. Il a frappé et donné des coups de pied à Simba à plusieurs reprises, puis il a attaché un poteau si haut que ses pattes ne pouvaient pas toucher le sol, et Simba ne pouvait ni s'asseoir ni se coucher, et il pleurait et gémissait. Mais pourtant, Abraham reste au Canada sans garantie d'expulsion. C'est dégoûtant. La ministre de la Citoyenneté devrait modifier la loi pour faire en sorte que les crimes tels que la maltraitance criminelle d'animaux devraient empêcher les non-citoyens d'obtenir la citoyenneté et entraîner leur expulsion immédiate. Le ministre de la Sécurité publique, nous avons un régime très solide pour ce qui est d'interdiction de territoire et j'invite la députée à regarder ces mesures. Moi-même, je vais me pencher sur l'incident qu'elle a nommé et je trouve cela absolument dégoûtant également. La députée de Calgary-Nose Hill. Le problème, Monsieur le Président, c'est qu'on a une ministre de l'Immigration qui est tellement faible qu'elle ne répond même pas aux questions qui lui sont posées. J'ai posé une question qui a rapport à la loi sur l'immigration et elle ne veut pas prendre la parole. Cet exemple est absolument révoltant et ce n'est pas le seul. Il y a des criminels qui ne sont pas des citoyens canadiens qui doivent être déportés. Alors va-t-elle renforcer la loi pour faire en sorte que ces non-citoyens qui sont reconnus coupables de crimes graves soient expulsés et déportés? La ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. Monsieur le Président, de notre côté de la Chambre, nous faisons le travail pour les Canadiens tous les jours. La grande priorité du gouvernement, c'est la sécurité des Canadiens. Et je dois vous dire que ressortissant étranger reconnu coupable d'un crime est déclaré inadmissible au Canada. Nous collaborons avec la SFC, avec le SCRS, avec la GRC
pour faire en sorte que nous déportons quiconque a besoin d'être déporté. Merci, Monsieur le Président. La députée de Calgary-Nose Hill. Mais à l'exception de ressortissants pakistanais qui a été reconnu coupable d'avoir violé sa nièce, qui est venue au Canada pendant qu'il faisait partie de la liste des délinquants sexuels du Royaume-Uni. Le gouvernement ne prend pas les choses au sérieux. En fait, Monsieur le Président, c'est si grave que cette semaine, les libéraux ont admis qu'ils ne savaient même pas combien de criminels reconnus et condamnés ont obtenu la citoyenneté. Nous avons présenté une demande. Nous avons présenté une question inscrite au feuilleton et c'est ce qu'ils ont répondu. Alors, combien de fois le gouvernement a accordé la citoyenneté à des criminels au Canada? Monsieur le Président, soyons clairs, les ressortissants étrangers qui sont reconnus coupables d'un crime sont inadmissibles au Canada. De notre côté de la Chambre, nous prenons la sécurité des Canadiens, de tous les Canadiens, très au sérieux et nous travaillons avec la GRC, les forces de l'ordre, la SFC pour faire en sorte que nous faisons respecter la loi et le règlement. Merci. La députée de Saanich-Gulf Islands. Monsieur le Président, il y a beaucoup de Canadiens qui regardent le déficit de 78 milliards de dollars et il y en a beaucoup qui ont des réserves par rapport à ce déficit. Ils s'inquiètent de leurs enfants, de leurs petits-enfants, du fait qu'il n'y a pas d'action du point de vue climatique, aucune préservation. Et nous regardons ce budget et nous-mêmes, les grands-parents de partout au pays, ainsi que les petits-enfants, veulent savoir si le gouvernement va s'attaquer au déficit générationnel écologique. Le ministre des Finances. Je remercie la députée de sa question très importante et de son travail pour la cause. Nous devons lutter pour réduire les changements climatiques et nous allons renforcer la tarification du carbone. Nous allons accroître les investissements pour réduire les émissions et nous allons également créer un nouveau service jeunesse pour le climat pour aider les jeunes à lutter contre le changement climatique. Nous voulons faire en sorte que nous ayons des lois qui protègent la nature, la biodiversité et que 30 % à l'ordre. The honourable member for Nanaimo. Le député de Nanaimo, Ladysmith, les libéraux ont déposé le déficit budgétaire le plus coûteux en dehors de la COVID. Et ça veut dire que tout ce que les Canadiens vont acheter va coûter plus cher. À Nanaimo, Ladysmith, l'achalandage aux banques alimentaires est à la hausse, mais les dons sont à la baisse parce que les gens qui faisaient des dons sont maintenant ceux qui ont besoin de la banque alimentaire pour joindre les deux bouts. Nous avions l'occasion de réduire le coût des aliments pour les Canadiens en éliminant la taxe industrielle sur le carbone et au lieu de cela, les libéraux l'ont accru, ce qui fait que toute la chaîne alimentaire coûte plus cher. Pourquoi est-ce que les libéraux rendent la vie des Canadiens plus cher? La ministre des Relations couronne autochtone. Nous avons investi pour accélérer le processus d'addition aux réserves et j'ai pu aussi célébrer avec la population de Nanaimo l'ajout de 195 acres et ainsi la nation va pouvoir faire un développement à double usage. Et c'est bon pour les jeunes, pour le logement, pour tout le monde sur la réserve. Ce sera bon pendant la construction et après aussi. Nous voulons faire en sorte qu'il y ait davantage de projets de la sorte dans les réserves. Nous espérons que les partis vont l'appuyer dans le budget. Monsieur le Président, il y a plusieurs manquements majeurs dans le budget libéral, mais le plan climatique est devenu une sinistre farce alors que notre maison commune brûle. Abandon des cibles de réduction de GES pour 2030. Abandon du plafond d'émissions pour le secteur pétrolier et gazier. Une stratégie climatique qui se résume à des crédits d'impôt pour les minéraux critiques et la capture du carbone. En bref, des subventions aux minières et aux pétrolières. Comment les libéraux peuvent qualifier ce budget de générationnel quand ils ignorent l'avenir des générations futures? Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Monsieur le Président, il faut être clair, ce gouvernement va continuer à lutter contre le changement climatique et on va le faire
tout partout dans notre gouvernement. Quand on regarde dans ce budget, on va renforcer la tarification de carbone pour l'industrie, on va réduire les émissions de méthane, on va mettre en œuvre les règlements pour les carburants propres. Et plus que ça, si on veut parler des crédits d'impôt, on va avoir des crédits d'impôt pour l'électricité propre. Ça, c'est bien pour tous les Canadiens et pour le Québec surtout aussi. The honourable member for Le député de Courtney-Alberni. Monsieur le Président, les centres d'amitié sont des pôles communautaires essentiels pour les Autochtones. On y offre des services adaptés à leur culture dans les domaines de la santé, de l'éducation, du logement. La population autochtone croît rapidement et les centres d'amitié ont un financement insuffisant qui prendra fin en mars. On ne prévoit rien dans le budget 2025. Sans financement stable, les programmes vont être fermés et les portes devront aussi être fermées. Et c'est un véritable abandon de la part du gouvernement. Alors pourquoi ne pas renouveler ce financement essentiel pour appuyer les Autochtones avec un financement à long terme stable? La secrétaire parlementaire de la ministre au service aux Autochtones. Monsieur le Président, nous faisons primer les intérêts des Autochtones et des familles et des enfants autochtones. Nous allons chercher à trouver une façon de rendre les ministères efficaces à l'échelle du gouvernement. Mais pour ce qui est des Autochtones, nous avons une relation respectueuse à maintenir. Et voilà pourquoi nous allons offrir des services essentiels relativement au traitement des eaux, aux infrastructures dans les collectivités et que nous allons renforcer la prestation de services. Des questions? Alors,